à toutes et à tous. Alors, moi, je suis donc en charge, comme le disait Marie-Laure à l'instant, de l'agriculture et de l'agroalimentaire à la Fédération du Crédit Agricole, qui est l'instance politique du groupe qui regroupe l'ensemble des dirigeants des caisses régionales. Et l'initiative a été prise donc de mettre en place le village Baïséa. Et on va avoir des images, je pense que ce sera plus éclairant pour vous, sur ce qu'est le village. Je commenterai ensuite. Et dans ce village, alors donc vous l'avez compris, je ne fais pas partie des équipes, mais sur la partie agricole en fait du village, je vais m'impliquer, c'est-à-dire que je vais suivre, faire du sourcing de start-up, le suivi de ces jeunes entreprises. Et puis on a aussi constitué avec les partenaires du village un think tank, donc j'en parlerai tout à l'heure, ça sera plus éclairant après avoir vu le film, je crois. J'ai rencontré au village de l'innovation un écosystème parfait pour entreprendre. C'est un booster d'énergie. C'est une fourmilière, c'est en permanence, en effervescence. On est toujours en train de rencontrer des nouveaux interlocuteurs. On apprend beaucoup aussi, parce qu'il y a beaucoup d'interventions de gens qui viennent nous expliquer des nouvelles technologies. Et tous les jours, on est obligé de se remettre en cause. C'est un terreau d'innovation, puisqu'en fait, on est entre différentes startups qui cherchons à développer des solutions pour le futur, des solutions pour les nouveaux business. Et l'avantage d'être en relation permanente avec ces différentes startups, ça nous permet aussi de faire une émulation et de pouvoir travailler dans un mode entre coopération et compétition. Donc on peut parler de coopétition. On allie nos forces et les projets vont plus vite. Oui. On a dû faire plusieurs pivots, comme toute start-up, parce qu'on s'aperçoit que quelque chose marche, quelque chose ne marche pas. Donc on est en mode agile et c'est au cours des rencontres, au cours des différentes personnes avec qui on a pu avoir des conseils, qu'il y a une idée qui vient et c'est comme ça qu'on fait avancer notre projet. Au niveau du village, déjà, il y a les petits déjeuners qui sont organisés, donc une fois par mois, le 5x5. Donc 5 startups qui viennent expliquer ce qu'elles ont besoin comme mise en relation, ce qu'elles peuvent chercher comme technologie. Avec We Do Gift, on s'est rencontrés par hasard et en discutant sur nos business models respectifs, on a décidé qu'on pouvait collaborer ensemble. Un des secteurs où ça nous a apporté beaucoup et pourtant on n'y avait pas du tout pensé, c'est l'agriculture. Parce que c'est vraiment le village qui nous a mis en contact avec les bonnes personnes. Et là, effectivement, avec la répétition des villages dans les différentes régions, on est maintenant devenu référent sur la lunette à réalité augmentée dans notre secteur. On a pu signer notamment des contrats soit de prestations, soit aussi des contrats, donc des accords de secret pour développer des projets en collaboration avec des grands comptes. Donc par le village, on a été sollicité par des filières du groupe du Crédit Agricole, comme par exemple CTCAM ou Pacifica, où là on est en train de répondre à des cahiers des charges très très précis, on est en train de faire des offres tarifaires. Donc un matin, en venant m'installer dans l'open space, je me suis installé en face d'une personne qui s'est révélée être une personne de chez Engie, où on a pu ensuite commencer à discuter, présenter la société. Et au jour d'aujourd'hui, on est en cours de discussion, notamment avec Engie, pour pouvoir peut-être travailler ensemble et développer des collaborations. J'ai eu l'occasion de pitcher devant le Crédit Agricole Val-de-France, qui m'a tout de suite soutenue, qui m'a proposé un rendez-vous, qui a écouté mon projet, qui m'a accompagnée vis-à-vis de la BPI pour obtenir mon prêt à l'innovation. Donc là, ils m'ont vraiment conseillé sur la façon d'orienter mon dossier. Et puis quand je leur ai demandé un soutien financier, ils ont été présents, régulièrement ils me demandent où j'en suis, ils n'hésitent pas à me proposer des mises en relation avec leurs clients. Si quelqu'un me disait le village ça ne fonctionne pas ou c'est qu'une pépinière parmi tant d'autres, je dirais regardez à quelle vitesse on a accéléré et on a quand même plusieurs startups du village qui font partie du top 100 des startups en France. Et c'est vraiment une association de compétences qui ont fait que ça a été beaucoup plus vite. D'ailleurs, il y a les Beaux Quartiers dedans, qui est une plateforme de B2C, vente de viande haut de gamme. Exactement, oui, ils sont pas là aujourd'hui, mais ils auraient pu être présents. Effectivement, c'est une plateforme intéressante qui permet de rapprocher finalement le producteur du consommateur sur un produit très haut de gamme. Donc voilà, c'est un exemple de plateforme
Catherine, vous voulez peut-être continuer à présenter le village. Je crois que même vous avez quelques slides. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas seulement des entreprises du monde agricole et agroalimentaire? Oui, alors peut-être quand même 2 mots sur l'origine, parce que le village, on l'a ouvert en juin 2014. Il a été inauguré en octobre. Donc il a 18 mois, quoi. Donc c'est un événement, enfin pour nous c'est un projet très, très dynamique, mais qui est relativement récent. Donc il est au 55 rue La Boétie. Vous connaissez peut-être la rue La Boétie à Miroménil. Donc c'est un quartier, effectivement, le quartier des affaires. Donc l'originalité de cette... Alors vous avez compris que c'était une pépinière, mais je vais vous expliquer que c'est un peu plus qu'une pépinière. Mais là, au travers des témoignages qu'on a eus des startups, là, c'est d'abord ça. On a 85 startups aujourd'hui hébergées depuis 18 mois. 20 secteurs, 20 secteurs. Alors 20 secteurs d'activité. L'agriculture est un petit échantillon finalement dans ce panorama. Mais c'est tout l'intérêt d'ailleurs, parce que d'ailleurs le témoignage là d'éco-élogique d'Isabelle Collin que vous avez vu, il est le reflet de ce qui peut ce que peut générer finalement le village, puisqu'elle est arrivée avec des lunettes à réalité augmentée. Elle s'adressait plutôt à des motards, et puis finalement ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui, en visitant le village, lui ont adressé un cahier des charges. Donc voilà, c'est un petit peu les miracles du village. C'est le croisement de toutes ces compétences et de tous ces secteurs qui fait que voilà, Mimosa, Florian qui est là pourrait aussi en témoigner, et puis Green Channel aussi. En fait, c'est toute cette effervescence qui crée cette dynamique. Et vous voyez qu'il y a énormément de secteurs. Alors le village, c'est pas seulement une pépinière, parce qu'on intègre dans le village beaucoup de partenaires, c'est-à-dire que c'est à l'origine, donc je le disais à l'instant, une initiative de la fédération, du Crédit Agricole. Mais en fait, il est porté par des tas de partenaires qui sont effectivement, vous voyez, c'est sur cette slide. Alors en agriculture, on a le groupe Avril, on a l'INRA au travers de l'Envie, qui regroupe beaucoup de partenaires de la recherche française. Et puis on a les instituts techniques, et puis Vitagora, et puis tous ceux qui veulent bien se joindre à nous. Donc Sodexo, alors oui, sur l'alimentaire, bien sûr. Et voilà, donc tous ces partenaires-là ont choisi d'investir dans le village. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme nous-mêmes, d'ailleurs, Crédit Agricole, on a bien sûr, on fait de la recherche en interne, on fait de la R&D. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire de l'innovation ouverte, donc d'être dans une coopération donc avec des startups, entre partenaires. Donc en fait, ce sont les partenaires qui viennent, je dirais, aider, coacher les startups, les aider à développer leur business. Parce qu'en fait, on s'aperçoit très clairement que la première demande que nous adressent les startups, c'est d'abord de les accompagner pour trouver de nouveaux marchés, pour trouver des clients. Elles font toutes du business, elles sont là pour ça. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu aussi le rôle effectivement qui m'est attribué. C'est-à-dire qu'en fait, j'ouvre d'abord mon carnet d'adresses. Voilà, avant de penser au financement, c'est d'abord ça, quoi. Il y a de l'humain, en fait. C'est ça aussi. Il y a des relations humaines. Vous êtes un peu oui, alors là, on est vraiment sur une plateforme, réelle. Mais ouais. Une plateforme où les liens, je dirais, se créent autour d'une place. C'est pas du tout une image qui est faussée, parce que le village, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous y invite d'ailleurs tous. C'est une grande, il y a une grande agora, une grande agora, effectivement. Vous avez sous une verrière, et là ça fourmille en fait, tout le monde se rencontre et c'est là que ça se passe. Alors bien sûr on a 5000 m² avec des bureaux, des salles de réunion et puis des espaces en fait qui sont dédiés donc à l'activité des startups, qui ont une gamme d'offres assez large, contrairement à d'autres pépinières, avec des solutions de bureaux fermés, des open space ou ce qu'on appelle des espaces en fait ouverts, où elles posent leur poste de travail en fonction de leurs besoins du moment, dans une réunion, dans une salle de réunion, dans une bibliothèque très 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 silencieuse. Enfin bon, on a toutes sortes d'espaces dédiés en fonction des besoins du moment pour se développer. Ouais, c'est un bel endroit quand même. Le point commun de ces startups, c'est que c'est les plateformes, la plateformisation justement. Alors la plateformisation, même fonctionnement. J'ai compté. On a 85 startups et effectivement, avant de venir ici, je me suis posé la question et j'en ai dénombré 24. Donc c'est quand même pas mal. Alors 24 qui fonctionnent avec
une plateforme, c'est-à-dire Oui, c'est ça. Donc, alors on a cœur de leur business différents model. types de plateformes. Alors, il y en a plus ou moins ouvertes, hein, il faut en convenir. Donc, on a des plateformes qui sont finalement qui vont générer des relations réseau, enfin des réseaux sociaux, hein, qui s'adressent à des typologies de profils. Par exemple, les futures mamans. On a une plateforme d'échange de bonnes pratiques pour les futures mamans et pour les jeunes mamans. On a de la colocation, hein, chercher un colocataire, un coloc. Et puis on a aussi, on a beaucoup de places de marché. Alors ça, l'innovation va se trouver dans le marketing produit, dans le marketing du service. Et on parlait des beaux quartiers. L'intérêt, effectivement, là, sur l'agriculture, c'est ce rapprochement qu'on recherche souvent en circuit court. Là, effectivement, une plateforme peut avoir une vraie valeur ajoutée, d'aller chercher un producteur dans un coin perdu et puis de lui offrir finalement un marché assez large. D'accord. Ça, c'est intéressant. Alors justement, vous parlez de valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée Crédit Agricole? Parce qu'on peut penser qu'une banque qui gère des données, des usages, qui est dans le domaine des services, elle parle un peu le même langage que ces startups. Pourquoi avoir investi aussi sur... C'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que notre objectif, c'était vraiment de nous plonger, d'abord d'être acteur, de la transformation de l'économie. Ça, c'est très important de s'impliquer de cette manière-là, pas simplement en restant, je dirais, cantonné dans nos acquis, dans nos certitudes, dans nos modes de fonctionnement d'un grand groupe. L'idée, c'était vraiment de nous confronter vraiment justement à la dynamique de jeunes entrepreneurs. Et ça, je pense que ça nous stimule énormément. Moi, je le vis au quotidien et je trouve que ça bouscule beaucoup. Ça nous oblige à nous poser énormément de questions. C'est gagnant-gagnant, en fait. Moi, je vis gagnant-gagnant. Après, on aura des témoignages, on verra ce qu'en pensent aussi les startups qu'on accompagne. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, de toute façon, on aura le temps de développer un peu tous ces points. Puis comme je l'ai dit, il y a vraiment un long temps d'échange avec la salle. Florian, je t'invite vraiment à intervenir tout à l'heure et témoigner aussi, puisque tu es hébergé au village Baïséa et que tu as aussi une actualité. Je vais passer, pour rester... Merci beaucoup, Catherine. Merci. Je vais passer effectivement le micro... Catherine, vous pouvez passer le micro à Mathieu Dancrin de Green Channel. Donc Mathieu, je vous ai présenté rapidement, intrapreneur, c'est-à-dire que vous travaillez, je parle à l'imparfait, chez Engie. Effectivement, donc Engie a mis en place un dispositif d'innovation qui s'est bien croisé, je crois, avec le village, puisque Engie est membre en tant que parrain du village Baïséa. J'aurai l'occasion d'y revenir, il y a vraiment des aspects gagnant-gagnant, effectivement. Je vais juste présenter Green Channel peut-être pour commencer. Tout à fait. Donc on a un petit film aussi après. Excusez-moi. Okay. Voilà. On peut commencer par. Comme vous préférez. Le petit film, on lance. Allez, le petit film. On lance le petit film alors, si c'est possible. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, on est une plateforme de financement participatif dédiée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. La société a été créée en juillet 2015. On a eu notre agrément auprès de l'autorité des marchés financiers dans la mesure où on exerce une activité de financement participatif en septembre 2015. Et là, nous venons d'ouvrir nos 2 premières campagnes lundi dernier. Un projet d'Engie et un projet quasi Crédit Agricole, puisqu'en fait, c'est une société
qui loue des toitures à des particuliers, qui fait des installations gratuites d'ailleurs, et qui rémunère les particuliers pour la location de leur toit. Cette société, du coup, vend l'électricité à EDF et c'est comme ça qu'elle se rémunère. Quand elle a agrégé une centaine d'installations de ce type-là, elle agrège ces actifs-là en une société qui est refinancée en partie par de la dette avec le Crédit Agricole et en financement participatif avec nous, Green Channel. Donc on est vraiment en solution de cofinancement. Et ça, c'est très important. C'est là où le Crédit Agricole nous donne beaucoup de gages sous l'angle le financement participatif n'agit pas contre les banques, mais avec les banques, comme une solution de cofinancement. De toute façon, vu d'aujourd'hui, il n'a aucune légitimité de notre fenêtre. Le crowdfunding, j'entends, à agir comme seul acteur du financement, surtout si on veut aller vers des beaux projets, des projets à plusieurs millions d'euros, en vue de gagner la confiance des investisseurs. Voilà. D'accord. Quel est votre modèle économique, Mathieu? Enfin, vous avez aussi des concurrents. On connaît un petit peu l'endosphère ici. Il y en a d'autres. Voilà, si vous pouvez nous je vais positionner tout ça. Donc effectivement, c'est important. Nous, notre modèle économique, je dirais, avant même de parler de l'endosphère, c'est de donner la possibilité donc aux particuliers d'être acteurs et bénéficiaires de la transition énergétique en sélectionnant les projets dans lesquels ils vont pouvoir investir. Donc l'ADN vraiment du financement participatif, c'est la transparence. C'est un des paramètres, je dirais, d'une équation d'investissement qu'il n'y avait pas forcément avant. Quand on parle de risque et de retour, ça aurait pu être la conviction comme dans le domaine du green ou l'émotion dans le domaine du sport. Et ici, on est dans le green aussi, mais c'est surtout la transparence qu'on veut mettre en avant. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est aussi générer de la confiance. Et là, c'est un peu plus compliqué. Quand on est une plateforme biface, c'est un peu la poule et l'œuf qui a été évoqué tout à l'heure. On a d'un côté des porteurs de projets, d'un autre côté des investisseurs. C'est difficile de faire venir des porteurs de projets s'il n'y a pas d'investisseurs. Et c'est difficile de faire venir des investisseurs s'il n'y a pas de porteur de projet. Donc c'est comment on fait monter tout ça dans un bon timing. Et effectivement, la première plateforme à y être arrivée, c'est l'Endosphère, oui, qui a décollé juillet dernier avec un projet financé sur un projet d'EDF. La différence que nous, on va essayer de mettre en avant, c'est d'abord de travailler sur un ancrage territorial. Alors l'Endosphère le fait, mais de manière un peu différente. Ils le font avec un taux différencié. Donc autrement dit, proposer un taux de rémunération à 7% dans le voisinage de l'actif, donc une éolienne ou un champ solaire. Nous, premièrement, on n'a pas le droit de le faire en tant que conseiller en investissement participatif. L'Endosphère est investisseur en financement participatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu technique, mais si vous voulez vous renseigner, donc regardez bien les deux labels de financement participatif qui ont été mis en place en octobre 2014. Il y en a un, c'est IFP, l'autre c'est CIP, et en fait, c'est pas du tout les mêmes règles. Donc nous, on a choisi le titre de CIP, conseiller en investissement participatif, qui permet à des personnes physiques et à des personnes morales d'investir sur des maturités qui vont aller au-delà de 7 ans. Potentiellement, et surtout les particuliers vont pouvoir mettre plus de 1 000 €, ce que ne peut pas faire un IFP. Et Mathieu, vous rémunérez sur ce fameux conseil alors. Et donc nous, on est rémunéré sur ce fameux conseil, effectivement. Donc on a alors on va essayer de se différencier, de créer de la valeur pour nous. La proposition de valeur, on va vraiment essayer de la positionner en amont de la campagne, donc être sélectif et faire jouer notre compétence et notre savoir-faire sur les due diligence de projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. C'est toute, je dirais, la filiation d'Engie qu'on essaye d'extraire en mettant en place cette plateforme. Et puis, en revanche, peut-être d'essayer d'être plus compétitif, voire agressif, dans un deuxième temps, sur la rémunération qu'on va tirer, nous, de la plateforme. D'accord, d'accord, Mathieu. Merci. Juste une autre question, parce qu'on a parlé de la rentabilité. Le monde agricole, comment il peut être acteur de la plateforme en tant que porteur de projet, peut-être, ou investisseur, prêteur? Alors, le monde agricole. Comment vous adressez au monde agricole? Pardon. Non, c'est moi. Pour moi, il intervient dans le biface. Le monde agricole peut vraiment intervenir du côté investisseur pour avoir une forme de revenu supplémentaire. En investissant dans nos projets, sans forcément mettre des centaines de millions d'euros comme il pourrait avoir à le faire dans le domaine de l'immobilier.
l'immobilier. Ici, il peut mettre 10 000 ou 5 000 euros, peu importe, sur plusieurs projets et en tirer une rente annuelle. De combien à peu près, de 5 à 6 ou 7% par an sur, je dirais, une logique d'obligation amortie, c'est-à-dire que tous les ans, on rembourse une partie du capital, ce qui permet de ne pas avoir à attendre la fin des 10 ans ou des 15 ans pour récupérer son capital. Donc tous les ans, c'est comme à la banque, quand vous avez acheté votre maison, si vous êtes propriétaire, vous remboursez du capital et vous payez des intérêts sur le capital restant dû. Là, c'est l'inverse, sauf que ça vous est versé, et ce de manière annuelle. Les coopératives agricoles peuvent être... Et voilà, alors les coopératives agricoles peuvent bien entendu aussi investir. Et là, le plafond d'investissement, alors c'est des plafonds qui sont là non réglementaires mais marketing, pour être sûr qu'à la fin on ne se retrouve pas avec 3 investisseurs sur un projet de financement participatif. Donc il est de 100 000 euros pour une personne morale, donc une coopérative agricole. Et il est de 10 000 euros pour un particulier. Ce que je voulais également dire, donc du côté agricole, ils peuvent être aussi du côté porteur de projets, bien sûr, et là aussi sous forme de coopérative agricole, que ce soit pour des projets de méthanisation, que ce soit pour des projets de hangars photovoltaïques, qui sont aussi des sources de revenus complémentaires, y compris pour des agriculteurs. Donc là, on a des exemples concrets qui sont dans notre pipe de projet. On a un Corse, on a un autre dans le sud-ouest avec Ineo Aquitaine. Sur du solaire, quel type d'énergie? Solaire. Voilà, les hangars photovoltaïques, c'est vraiment du solaire. Et la méthanisation, là aussi, on peut arriver en bon complément de financement, puisque les banques, généralement, financent jusqu'à 50 ou 60%. Les coopératives agricoles qui veulent garder le contrôle, d'ailleurs, ne voient pas forcément une levée de fonds sous forme d'action, mais le faire sous forme d'obligation, pour elles, c'est intéressant, puisqu'elles gardent le contrôle capitalistique et peuvent aller jusqu'à 10 ou 20% sans problème d'un financement participatif pour compenser ce qu'ils peuvent obtenir avec une banque. Très bien, merci. Compléter, pardon. On a noté aussi l'ancrage territorial, pour y revenir un petit peu dessus. Maintenant 5 minutes maintenant, et puis après, pendant les questions. Donc l'ancrage territorial, en fait, c'est pas si simple que ça, surtout avec une solution digitale, et aussi d'un point de vue réglementaire. L'autorité des marchés financiers fait très attention à ce que tous les investisseurs soient traités de la même manière. Et y compris pour des raisons géographiques. Donc que vous habitiez Strasbourg, Bordeaux ou je ne sais où, le taux de financement qui vous est proposé doit être exactement le même pour tous. C'est très important. Et l'AMF d'ailleurs donne un agrément à ceux qui sont conseillers d'investissement participatif, et c'est plutôt l'ACPR qui donne un agrément pour les plateformes qui sont IFP. Donc restons sur les CIP, même conditions de financement pour tous. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est en fait une première phase de financement, une espèce d'avant-première, d'exclusivité accordée et attribuée à un voisinage géographique. Et d'ailleurs, on l'a étendu, on est sur le point de l'étendre, ce concept à une communauté, que ce soit des salariés d'un groupe, des clients d'une entreprise. Et en l'occurrence pour un périmètre géographique, donc un champ solaire, typiquement, ce qui est le cas de notre première campagne de financement participatif avec Engie. Les investisseurs de la région PACA ont l'exclusivité à l'investissement pendant 3 semaines à hauteur de 60 000 euros. Et ensuite, soit les 60 000 euros sont atteints en moins de 3 semaines, soit au bout des 3 semaines, on élargit au niveau national. Et là, on est sûr, je dirais, d'avoir atteint un minimum d'ancrage territorial, ou en tout cas d'avoir fait l'effort nécessaire pour promouvoir une acceptabilité locale du projet, au sens en faire bénéficier à. Vous disiez que d'ailleurs vous n'étiez pas une plateforme que virtuelle, qui avait du réel et même des emplois aussi derrière, plein de perspectives. Mais effectivement, ces modes de revenus complémentaires, y compris pour le monde agricole, ont vocation à maintenir l'emploi local. Je pense notamment au projet Corse. Le revenu solaire des hangars photovoltaïques a été fortement apprécié par les agriculteurs corses. Vous pouvez donner une idée du chiffre annuel, du revenu annuel qu'un agriculteur peut... Alors ça va dépendre de la taille du hangar. Ça dépend de la superficie, oui. Donc on est sur du 1 500 ou 2 000 euros. Donc par an Par an. Par an, hein, pas par mois. Non. Pas encore. Non, pas encore. D'accord, très bien. Une petite réaction peut-être, Pierre-Éric. Merci beaucoup, Mathieu. Une petite réaction, Pierre-Éric Lebovici, peut-être, avant que vous nous quittiez sur ces 2 présentations. Non, mais on voit que le phénomène de plateformisation, finalement, il s'étend également au domaine de la finance. Et comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie des secteurs qui ont énormément évolué, puisque finalement la valeur ajoutée des banques aujourd'hui, je ne vais pas me faire que des amis, est relativement faible quand on se place du point de vue du côté du client.
Et on voit que pour un certain nombre de services, finalement... Non, mais votre valeur ajoutée, elle est au niveau de la confiance. De l'expertise. On pourra en discuter. Non, mais je peux accéder... Ah oui, bien sûr. Mais sinon, en tant que particulier, j'ai accès à un emprunt sur une plateforme comme Prêt d'Union, avec exactement le même type de conditions que ce qu'une banque peut m'offrir, et on reste sur une relation entre particuliers. Bon, c'est des choses que les plateformes, avant cet avènement des plateformes, qui n'était pas possible. Vous gardez un rôle en termes de, encore une fois, sécurité et confiance. Mais si j'ai confiance dans mon voisinage, pourquoi est-ce que j'irai pas emprunter auprès d'eux ? Catherine, vous voulez répondre ? C'est toujours bien. Après, on continue le tour de table. Oui, je m'attendais un peu à ces questions-là, bien évidemment. Alors nous, puisqu'on parle de plateforme crowdfunding, là, pour reprendre le mot, Green Channel l'a bien dit pour nous d'ailleurs, hein, on est dans une logique de coopération d'abord. Donc, parce qu'on estime qu'il y a effectivement une bonne complémentarité. Alors, c'est vrai que le crowdfunding s'est pas mal développé ces dernières années en France. Je crois qu'il y a une estimation qui a été faite. Aujourd'hui, on doit être à 15 milliards, tout marché confondu, hein, sur... pardon 35 en 2015. Moi, j'étais effectivement sur le chiffre 2014, donc ça croît assez vite. Alors, qu'on soit bien clair, 35 milliards d'euros de collecte. Voilà, pour financer des projets, hein, c'est bien ça. Dans le monde, pas en France. Ah oui, soyons bien précis. Vous avez des... Ça va. Donc, effectivement, on a encore de la marge. Sur l'agriculture, nous, déjà, chaque année, c'est plus de 7 milliards. Donc, je parle Crédit Agricole, 7 milliards sur l'agriculture. Donc, vous voyez, on a encore de la marge. Parce que là, on parle de tout secteur confondu. Donc, et dans le monde. Voilà, et dans le monde. Donc, moi, j'étais à 15 milliards en France, mais je ne sais pas d'où viennent exactement ces chiffres-là. Hein. Je pense qu'il faudrait les vérifier. Ouais. Voilà, donc je disais qu'on était quand même plutôt dans une logique de coopération, parce qu'il y a un vrai complément de financement qui est très intéressant. Alors il y a plusieurs formules de crowdfunding. Il y a du don contre don, et là Florian qui est dans la salle sur l'agriculture, il est la plateforme, notre plateforme préférée en don contre don sur l'agriculture. Il expliquera il expliquera parfaitement tout à l'heure. Et là, on a une vraie collaboration. Les caisses régionales sont prêtes vraiment à le soutenir, parce que ça a un vrai sens dans la logique, je dirais, de financement de petits projets. C'est un peu toute notre histoire en plus. Il nous fait vraiment revenir sur nos fondamentaux. Crédit Agricole, on est né du microcrédit, nous aussi. Hein. Donc voilà, et ça, c'est vrai que l'initiative de la plateforme Mimosa... est complètement cohérente avec les gènes des caisses régionales, très attachées à leurs valeurs mutualistes et coopératives. Voilà, donc une vraie complémentarité sur le crowdfunding. Et alors, quand effectivement, cette provocation consiste à dire qu'effectivement, nous, on a peu de valeur ajoutée. Quand vous parlez effectivement de prêts, je dirais, aux particuliers, de petits montants, certes. En revanche, il y a beaucoup d'exigences quand il s'agit de financer des entreprises. C'est pas du tout la même histoire. Et voilà, heureusement qu'on a engrangé, je dirais, au Crédit Agricole au fil des décennies, je dirais, une vraie culture, une vraie expertise de ce qu'est l'agriculture et l'agroalimentaire, ce qui fait que au bout de 130 ans, on est parti du microcrédit et on est toujours là, et on est toujours leader, bien que le marché soit ouvert aujourd'hui à la concurrence. Voilà, donc il y a encore du chemin pour les structures de crowdfunding. Merci à tous les deux d'avoir réagi. Je vais continuer le tour de table. Je ne vous ai pas oublié, chers intervenants. On va passer du monde de l'énergie au monde du machinisme agricole avec Jean-Paul Hébrard, cofondateur donc, de WeFarmUp, directeur de la chaîne TV Agri. Alors, on a aussi un petit film qui présente WeFarmUp, qu'on peut retrouver aussi sur votre site. On peut le passer, et puis après, Jean-Paul, vous représentez. Avec plaisir. Eh ben, c'est parti, alors. Chez WeFarmUp, on propose de vous mettre en relation avec d'autres professionnels du monde agricole.
Vous souhaitez amortir un matériel sous-utilisé et générer des revenus complémentaires ou vous voulez promouvoir une activité de location? Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur wefarmup.com. Enregistrez votre matériel en quelques clics en indiquant son prix et ses disponibilités. Choisissez parmi les différentes demandes et louez votre matériel en toute confiance avec notre partenaire assurance qui vous accompagne pendant toute la durée de votre location. Sur WeFarmUp, vous aurez aussi l'opportunité de réserver des matériels dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Sélectionnez le matériel d'un agriculteur de confiance qui vous intéresse sur WeFarmUp au prix qui vous correspond. Récupérez-le chez l'agriculteur et cultivez en toute sérénité. En bref, WeFarmUp, c'est une grande communauté de professionnels du monde agricole qui optimisent l'utilisation de leur matériel. Très bien. Alors, peut-être se représenter. Vous avez eu de la chance, vous avez eu un article dans l'Opinion ce week-end, Jean-Paul, avec un titre qui était, ça va parler à Hervé, l'économie de partage est dans le pré. Oui, tout à fait. Bravo. Bon, alors bonjour à tous tout d'abord. Merci. Je me présente rapidement. Moi, je suis journaliste à la base. Et c'est vrai que mon plaisir, c'est d'analyser et d'innover. Quand j'ai vu Internet arriver en 1996, on a créé le premier média sur Internet. Quand on a vu que les tuyaux, le débit Internet allait permettre de montrer, donc de faire appel à la vidéo, on a créé TVA Gris. Et puis j'ai vu arriver, justement c'était intéressant que vous en parliez, j'ai vu arriver YouTube, j'ai vu arriver Twitter, et mon métier a été ubérisé, puisque c'est le mot qu'on utilise. Et là je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui change dans la relation par rapport à l'information. Et ce qui m'a étonné, c'est que les médias n'en parlaient pas, enfin ils ne voyaient pas ça du tout comme un facteur de concurrence, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils font. Et d'ailleurs même maintenant, je ne sais pas s'ils en ont totalement conscience. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à tout ce qui est économie du partage aussi, en me disant, voilà, il va y avoir des plateformes, il va y avoir de l'échange, essayons de comprendre comment, si on le transpose à l'agriculture, qu'est-ce que cela peut donner. Et comme on a une émission de télévision qui s'appelle Power Boost, donc où on présente tout ce qui est matériel, machine, ce que j'ai vu, moi, c'est des courbes de matériel, de prix des matériels qui augmentaient. Si je prends les prix des CUMA, par exemple, enfin des sources CUMA, une charrue, en 10 ans, son prix a doublé. Le prix des productions agricoles, lui, il double pas. Donc la vraie question qui se pose de fond, c'est de dire, si ça continue à doubler comme ça en 10 ans ou en 20 ans, qui demain pourra inscrire en fait dans son capital du matériel? Est-ce que la ferme France sera toujours compétitive demain si elle ne peut pas disposer de matériel moderne et performant? Donc il fallait réfléchir à cette question, comment créer des communautés de façon à ce que les agriculteurs puissent ne pas s'endetter, mais tout en ayant accès à du matériel moderne et performant. Alors, il y a des formes. On a 2 diapos, par exemple. Il y a la mutualisation, c'est pas nouveau en agriculture. L'entraide, ça existe depuis longtemps. Mais l'entraide, c'est un rayon qui est court, c'est 2 km. C'est votre voisin, si vous êtes capable de vous entendre avec lui, si vous n'êtes pas fâché, il y a 2 générations parce qu'il voulait vous prendre un terrain. S'il a le matériel qui vous correspond, ça c'est l'entraide. Et puis il y a la CUMA. La CUMA, c'est un investissement en commun. Ce n'est pas une location, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, on va voir la banque, on achète à plusieurs, on mutualise, mais on investit. Et la CUMA va être très liée au territoire, peut-être un rayon de 5-10 km maximum. Or, nous, on s'est dit, quand on a vu Airbnb arriver, Blablacar, etc., en quoi le numérique va nous permettre de pouvoir mettre à disposition d'un agriculteur un gisement beaucoup plus important, peut-être 40 km par exemple, de rayon, et de créer des communautés un petit peu plus larges. Et là, on est dans une logique, comment vous dire, on est dans une logique de 40 km, c'est 1 heure de tracteur, donc c'est rien du tout. S'il faut aller chercher un outil à 1 heure de tracteur, aujourd'hui les agriculteurs le font couramment, leur exploitation est déjà très souvent en plusieurs îlots. Donc on s'est dit, voilà, il faut arriver à rendre visible ce potentiel d'équipement, et en faisant appel à de la location entre agriculteurs, pas de l'investissement. Pour ça, il y a déjà les CUMA, il y a la mutualisation sous forme d'entraide aussi. En revanche, un jeune agriculteur qui a besoin d'une remorque, il n'a peut-être pas besoin d'avoir une remorque toute l'année sous le hangar, qui dort, qui se déprécie, qui lui coûte de l'argent, qui crée une dette. Et le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est la dette, concrètement. On a un endettement qui est fixe, alors qu'on a un revenu de l'agriculteur qui est variable. Et nous, quelque part, on a un outil qui permet
déstocker, de désimmobiliser de l'argent qui dort sous le hangar, en clair, en étant mis au service d'autres agriculteurs qui peuvent en avoir un intérêt en le louant et non pas en faisant l'acquisition. Justement, l'actualité nous prouve qu'il y aurait des besoins de compléments de revenus, hélas, pour certains agriculteurs. Vous pensez donc qu'il était temps de disrupter le secteur du machinisme agricole? On a quelques représentants ici dans la salle. Alors, on n'a pas cherché à disrupter spécialement. On est parti de ce problème de l'endettement. Concrètement, c'est l'endettement qui a été notre angle d'attaque. C'est le point de départ, oui. Voilà, c'est vraiment le point de départ de notre projet, de notre triangle. C'est comment faire pour que les agriculteurs, la ferme France, puissent demain être productive encore avec du matériel performant. Et à partir de ce moment-là, s'il faut disrupter, on disrupte, aucun problème. On met un coup de pied à la fourmilière, aucun problème. Mais l'important, pour tous les acteurs du secteur agricole, c'est que demain, ils aient des clients. Et pour avoir des clients, il vaut mieux qu'ils soient vivants plutôt que morts. Donc il vaut mieux que l'économie leur permette de trouver des solutions pour pouvoir passer. Un tracteur qui est loué, par exemple, 10 jours sur WeFarmUp, il est loué entre 100 et 300 euros. Ben, ça rapporte 3 000 euros de trésorerie à l'agriculteur. Et 3 000 euros de trésorerie aujourd'hui pour un agriculteur qui est en difficulté ou pour un agriculteur, compte tenu des revenus possibles, malheureusement pour les agriculteurs, ce n'est pas neutre, loin de là. Il y a dans la salle quelqu'un de 365 FarmNet. C'est une plateforme de conseil pour les agriculteurs. Je vous prête mon micro. Vous pouvez vous présenter. Et après, on prendra le fil de la discussion. Bonjour, je viens de 365. C'est une entreprise allemande. On offre une plateforme pour l'agriculteur. Ça veut dire c'est une plateforme plus ou moins neutre, un logiciel neutre qui permet de connecter des applications de différents membres du monde agricole. Ça veut dire que ça pourrait être des universités, des entreprises qui peuvent communiquer leurs expertises avec l'agriculteur dans un logiciel spécifique qui est connecté avec le logiciel de base, avec des interfaces. Ça, c'est la philosophie derrière. Ça veut dire qu'on reçoit où l'agriculteur reçoit l'expertise première main directement des entreprises ou des universités ou des organisations. L'idée, c'est de fonder une plateforme comme ça. C'était il y a 4 ans. Le problème, c'était ce temps-là que l'agriculteur a trop de différents logiciels qu'il doit maintenir par exemple pour les vaches laitières, mais aussi pour les machines, pour le labourage et tout ça. Et c'était très difficile pour lui pour administrer et pour surveiller tous les différents logiciels. Et si c'est une grande exploitation, c'était aussi le problème que les travailleurs dans l'exploitation ont eu le même problème. Donc on a dit tous les différents sujets, ça veut dire par exemple le labourage, les machines, les forêts, tout ce qui se passe dans l'agriculture doit être partie de ce logiciel. À la fin, ça veut dire c'est un logiciel ou une plateforme qui se développe toujours. On est ouvert pour toutes les différentes applications, aussi des concurrents. Ça veut dire, par exemple, il y a des différents producteurs comme dans le monde machine. Il y a Claas, Fendt ou des autres machinistes qui sont là. Et à la fin, c'est l'agriculteur qui se décide pour utiliser une certaine application. Comment ça se marche? Il se registre dans le logiciel. Et après, il peut déjà utiliser gratuit différentes applications, comme par exemple l'administration des champs, par exemple l'administration générale de l'exploitation. Et s'il veut avoir plus d'expertise, plus de conseils spécifiques, il peut typer sur la boutique et dedans, il trouve plus d'applications spécifiques lesquelles il peut déjà utiliser ou acheter. Ok, excusez-moi, je vous interromps. Vous avez 5000 utilisateurs sur cette plateforme. Oui, ce sont 5000 utilisateurs. On a commencé de enregistrer il y a 2 ans sur Agritechnica en Allemagne. C'est ça. Et maintenant, c'est une plateforme financée privée. Elle est financée par des entreprises privées. Je vais revenir à Jean-Paul Hébras parce que c'est intéressant. Vous proposez une plateforme de services et de conseils. Peut-être que c'est un modèle, Jean-Paul, vous pouvez vous joindre à la conversation. Jean-Paul, c'est peut-être